pour qu'on ait un maximum de bande passante et puis que ça bug pas trop, parce que j'ai des vidéos à vous passer. J'espère que ça va fonctionner. Et puis, coupez aussi vos micros si vous parlez pas pour pas qu'il y ait trop de bruit parasite. Mais par contre, voilà, n'hésitez pas à intervenir à n'importe quel moment pour faire une remarque, poser une question, quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Et sinon, on pourra faire aussi des petites questions à la fin. Allez, c'est parti donc pour cette petite conférence sur les gestes techniques en urgence et soins intensifs. Comme d'habitude, je me permets de vous rappeler que ces présentations, elles sont faites avec amour par nos soins. Elles sont pour votre usage interne strict, donc on vous demande de ne pas les diffuser pour des raisons de propriété intellectuelle et de droit d'image, parce que, notamment dans cette conférence, j'utilise des images et des vidéos parfois qui ne sont pas à moi. Pour ce qui est du plan, donc on va parler en premier du système respiratoire. On va revoir tout ce qui est sonde nasotrachéale, cathéter transtrachéal, trachéo, thoracosynthèse drain thoracique. Ensuite, on fera un petit point système cardiovasculaire avec les ponctions veineuses, cathéter intraosseux, péricardiosynthèse. Ensuite, le digestif avec les sondes de réalimentation. Et enfin, on terminera avec la sonde urétrale pour la chienne. Voilà le petit programme. Donc, on attaque en premier avec le système respiratoire. Je vous ai remis ici une petite diapo sur les techniques d'oxygénothérapie pour rappel. Donc voilà, sans trop redétailler ça, mais ça peut être utile si vous avez besoin de retrouver ce tableau quelque part. Vous avez les différentes techniques et notamment la fraction inspirée en oxygène qu'on peut espérer avoir en fonction de la technique qu'on utilise. Alors nous, on va s'intéresser à la sonde nasotrachéale. Je n'ai pas redétaillé la sonde nasale à oxygène parce que là, c'est vraiment très basique. On met juste une sonde à l'entrée du nez. Il n'y a vraiment pas d'intérêt à développer cette technique-là. Donc, je vais vous parler rapidement de la sonde nasotrachéale. Donc, le but, c'est de rentrer une sonde par le nez et d'aller la mettre jusque dans la trachée. C'est la même utilisation ensuite qu'avec une sonde nasale à oxygène, mais on va l'utiliser préférentiellement lorsqu'on va avoir une obstruction ou une anomalie au niveau du larynx ou de la trachée proximale. Le but, ça va être du coup d'amener l'oxygène plus loin dans l'arbre respiratoire pour shunter cette zone qui est partiellement obstruée. On ne peut pas la mettre évidemment si on a une obstruction nasale. Donc, comment ça va se passer pour mettre cette sonde nasotrachéale? Oui, pardon. Donc, on va faire une anesthésie générale. On est obligé parce qu'on va devoir en fait aller placer la sonde en manuel dans le fond de la bouche. Donc, il faut absolument que l'animal soit anesthésié complet. On va faire un sondage nasal classique, comme si par exemple on allait lui poser une sonde de réalimentation. Donc, on rentre la sonde par le nez et on va la faire progresser jusqu'au carrefour oropharyngé. Et en fait, là, on va ouvrir très grand la bouche de l'animal avec un padane ou n'importe quoi. Et on va venir voir cette sonde qui va dépasser du bord du palais mou. Et on va l'attraper avec une pince et aller la mettre manuellement à l'intérieur de la trachée. Si on la pousse sans la placer manuellement, il y a de grandes chances qu'elle aille dans l'œsophage. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on va vraiment la positionner manuellement. Et on la pousse pour qu'elle soit enfoncée de quelques centimètres à l'intérieur de la trachée. Et après, on va pouvoir la fixer comme ça, donc avec un petit papillon de scotch, quelques agrafes, de la colle, des points, comme ça vous arrange. Donc voilà pour la sonde transtrachéale, c'est rare quand même qu'on en mette, mais il faut savoir que c'est possible. On peut aussi être amené à poser un cathéter transtrachéal. Alors là, cathéter transtrachéal et trachéostomie d'urgence, quand même, globalement, c'est pas des choses qu'on fait tous les 4 matins. C'est pour des cas quand même vraiment graves. Donc là, le cathéter transtrachéal, ça va être pour une obstruction des voies respiratoires supérieures. Donc un brachy qui fait une obstruction des voies aériennes supérieures, une atteinte laryngée, une tumeur, un corps étranger, etc. Et lorsque l'intubation orotrachéale n'est pas possible, sinon il faudra préférer cette option et on va réserver ce type de manipulation à des urgences vitales. On évite de faire ça lorsqu'on a une coagulopathie ou une plaie ou une infection sur le site. En même temps, il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qui va tuer notre patient en premier. Donc là, a priori, c'est de ne pas respirer. Donc il faudra quand même envisager une façon de lui apporter une ventilation correcte. Le matériel qu'on peut utiliser, donc ça existe, les vrais cathéters transtrachéaux, c'est l'équivalence que je vous ai mis en photo ici. Vous avez, c'est un peu comme un cathé, c'est-à-dire qu'il y a une canule rigide à l'intérieur pour pouvoir le poser au départ, et ensuite on retire cette partie rigide et il ne reste plus qu'un petit bout souple qui reste dans la trachée.
Si on n'a pas ça, on va simplement utiliser un cathéter classique, comme on mettrait en veineux. Ça fera largement l'affaire. Et après, il faut de quoi faire tenir ce cathéter, donc par exemple du fil de suture. Donc le principe, c'est que on va anesthésier ou sédater notre animal. On va bien sûr tondre et scruber la zone d'intérêt. Et en fait, on va simplement venir insérer le cathéter entre 2 anneaux trachéaux, idéalement entre le 3e et le 5e à peu près à 30-45 degrés en direction du thorax. Donc sur la photo, la tête, elle est à gauche, le thorax, il est à droite, et on va s'insérer en direction du thorax pour que le cathéter, il se glisse dans la trachée en direction du thorax. Ensuite, une fois qu'on a inséré le cathéter, on retire le trocar, et donc il ne reste plus que la partie souple qu'on va pouvoir fixer et brancher à une source d'oxygène. C'est pas très compliqué en soi comme geste, mais franchement, ça fait quand même un peu peur parfois. Donc bon, après, il n'y a pas non plus d'énormes risques. Les complications qui sont possibles, on peut lacérer la trachée sans réussir à passer dedans. On peut provoquer une inflammation de la trachée. Si on fait une brèche au niveau de la trachée, qu'il y a des fuites d'air, on peut être à l'origine d'un emphysème sous-cutané assez important, comme celui qui est sur la photo là, où c'est un petit chat avec une brèche trachéale. On peut faire aussi un pneumomédiastin et un pneumothorax associés. Généralement, ce qui se passe le plus souvent dans les complications, c'est une occlusion du cathéter. Donc ça, c'est pas très grave en soi, mais c'est juste que on n'apporte plus l'oxygène qu'on doit apporter et il peut y avoir une infection du site. Voilà, ça c'était le cathéter transtrachéal. C'est un peu plus pour info. Je veux dire, c'est quand même rare que on ait à en mettre. Un petit mot sur la trachéostomie d'urgence. Donc ça, c'est pareil. C'est vraiment des manœuvres qui sont rares, mais il faut quand même savoir que ça existe, connaître les grandes lignes, parce que le jour où il faut le faire, on n'a généralement pas trop le temps d'aller rechercher à droite à gauche comment on s'y prend. Donc les indications, c'est pour une paralysie ou un traumatisme laryngé, un syndrome obstructif des voies respiratoires supérieures, une obstruction de la trachée, un collapsus trachéal cervical sévère, un traumatisme facial sévère ou une ouverture limitée de la cavité buccale. Bon, il faut vraiment que, voilà, en gros, ce soit complètement obstrué en haut et qu'on puisse pas faire autrement pour pouvoir avoir envie de se diriger vers une trachéostomie. Surtout, nous, on est dans un contexte d'urgence. Donc, par exemple, collapsus trachéal cervical sévère, etc. C'est rare que ce soit pour nous une bonne indication à vouloir faire ça, que ce soit une obstruction en aigu. Les contre-indications, il n'y en a pas vraiment. Si l'animal ne peut plus respirer, qu'il faut sa trachéo, il faut sa trachéo et puis c'est tout, quoi. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il est rarement impossible d'intuber. Donc, il faut toujours préférer une intubation endotrachéale ou un cathéter transtrachéal à la trachéostomie d'urgence parce que c'est vraiment quand même un acte qui est pas si simple et qui est quand même invasif. Donc, il ne faut pas le faire comme ça à tout bout de champ. Pour le matériel, il existe des sondes de trachéostomie qui sont en fait ce type de dispositif où le petit A sur la photo du haut, c'est une espèce de canule qui va boucher en fait la sonde au moment où on la place pour éviter qu'il y ait du mucus, des sécrétions qui se mettent déjà dedans au moment où on la place. Ensuite, on retire cette partie A et on va glisser à l'intérieur la partie C ou D qui sont en fait des bouts de la sonde qui vont se changer. On peut le retirer et changer l'intérieur de la sonde, ce qui évite d'avoir tout le temps à changer la trachéo parce qu'il y a des obstructions. Évidemment, dans la vraie vie, on n'a pas ce type de dispositif, donc je vais vous montrer juste après comment on peut s'en sortir sans ça. En tout cas, il nous faudra une petite boîte de chire, du nécessaire d'asepsie, des gants stériles, une lame et la sonde. Idéalement, il faut qu'elle fasse à peu près 60 à 75% du diamètre trachéal. Si on n'a pas de sonde de trachéostomie, on peut utiliser la sonde MacGyver, où en fait on va prendre une sonde endotrachéale classique qu'on va venir en fait découper comme sur la photo. Et du coup, on va retrouver à peu près l'utilité de la vraie sonde de trachéo. Donc on retire le connecteur, on la coupe dans la longueur, on fixe sur les côtés et puis on remet le connecteur. C'est mieux d'avoir un ballonnet pour pouvoir ventiler efficacement. Attention, le ballonnet par contre peut être à l'origine de lésions au niveau de la trachée. Les étapes de la trachéo. Donc là, pareil, il faut absolument une anesthésie générale. On place notre animal en décubitus dorsal. On va le tondre et le scruber en région cervicale avec le cou bien en extension.
et les membres thoraciques bien tirés vers l'arrière. Si jamais il avait une sonde endotrachéale, évidemment, il faut l'enlever, sinon on ne pourra pas placer la nouvelle sonde. Et on va repérer, comme sur la photo, les cartilages thyroïdiens, le cartilage cricoïde, et du coup, on va se mettre juste en dessous pour la zone d'incision. On va inciser sur à peu près les 4 premiers anneaux trachéaux, et en fait, on va venir écarter la peau pour visualiser les muscles qui sont juste en dessous, qui sont les muscles sternoyoïdiens. Une fois qu'on a repéré ces muscles, on va pouvoir venir les disséquer. Donc, on se met bien dans le sens de la longueur, dans le sens de la trachée. Et avec des ciseaux, on va venir disséquer ces muscles pour faire apparaître la trachée. Et il faut faire attention, il y a une veine qui passe ici, qui est la veine thyroïdienne caudale, qu'il ne faut pas léser, qui peut être à l'origine de saignements importants. Et puis, si on la lèse, on peut faire aussi des problèmes au niveau thyroïdien. Une fois qu'on a bien disséqué les muscles, du coup, on voit apparaître les anneaux trachéaux. Et en fait, on va venir inciser entre 2 anneaux trachéaux. Le plus facile en urgence, on se met entre le 2e et le 3e anneau trachéal. Si on veut faire une trachéo permanente, on peut se mettre un petit peu plus bas. Mais voilà, on va simplement inciser entre 2 anneaux. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'on va venir mettre des points d'appui, comme sur la photo ici, des points qui vont nous servir de fil de traction pour en fait pouvoir écarter notre ouverture ou pas quand on relâche. Donc on va mettre une boucle sur l'anneau trachéal du dessus, une boucle sur l'anneau trachéal du dessous, et ces boucles-là, on va les laisser tant qu'il y aura la trachéo en place. Si à un moment notre sonde elle se bouche et qu'il faut la changer, on va pouvoir réutiliser ces fils-là pour remettre de la traction, réécarter notre ouverture et changer la sonde de trachéo. Donc ces fils, on les laisse en place. Donc, une fois qu'on a mis ces petits fils, on va pouvoir écarter les fils de traction et insérer la sonde. Donc là, c'est des images avec une vraie sonde de trachéo. Donc, c'est sûr que voilà, tout le dispositif, il est fait exprès. Mais sinon, on utilise la sonde qu'on a créée comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et puis, on va bien fixer l'ensemble. Donc là, vous voyez, par exemple, sur la photo en bas à droite, ils ont fait un petit système qui passe tout autour du cou pour tenir la sonde en place. Et on va bien nettoyer à la fin. Attention, par contre, à ne pas noyer notre animal. Rappelons-nous quand même qu'on a fait un trou dans la trachée. Les complications, alors pendant la mise en place de la sonde, on peut se retrouver avec des hémorragies, notamment si on vient taper cette fameuse veine thyroïdienne caudale, ou si on est mal positionné, qu'on n'est pas bien central, si on va taper la carotide ou la jugulaire, évidemment, ça peut être dramatique. Et si on lèse le nerf laryngé récurrent, on peut se retrouver avec une paralysie laryngée. Ça, c'est également très problématique. Sinon, la principale complication, c'est vraiment l'obstruction de la sonde. C'est très fréquent parce que finalement, il y a pas mal de sécrétions qui vont se faire au niveau trachéal et donc on a un risque d'obstruction important. Et puis sinon, c'est la même chose que pour le cathéter transtrachéal. On est à l'origine d'une brèche au niveau de la trachée et s'il y a des fuites importantes, on va se retrouver avec un emphysème sous-cutané, plus ou moins un pneumomédiastin, plus ou moins un pneumothorax, donc comme sur ce chien-là qui avait les 3 trucs. L'entretien d'une sonde de trachéostomie, il faut la nettoyer toutes les 15 minutes à 2 heures. Donc, c'est quand même pas anodin du tout. Ça demande du soin intensif de gérer une sonde de trachéo. Donc, c'est assez lourd. Et si le chien ne peut pas respirer par ses voies aériennes supérieures et que sa trachéo, elle s'obstrue, il va mourir. Donc, il faut vraiment, c'est des patients qui doivent être tout le temps surveillés. Il faut humidifier l'air qu'on apporte dans la trachéo. Il faut faire des soins de plaie. Parfois, on est amené à ajouter une antibiothérapie quand il y a des signes d'infection au niveau local. Et il faut la retirer dès que la perméabilité des voies respiratoires est rétablie. Donc, pour conclure sur la trachéo, c'est quand même un geste complexe à la fois au niveau du matériel, de la réalisation du geste et de l'entretien, qui est associé à des complications qui peuvent être graves. Donc, c'est vraiment à réserver aux très bonnes indications. On ne fait pas les cacous non plus à se lancer sur des sondes de trachéo si on peut faire autrement. Ensuite, on va pouvoir parler de la thoracosynthèse. Bon, ça, normalement, c'est un acte qui est plutôt bien maîtrisé par la plupart d'entre nous, mais au cas où, j'ai remis quand même une petite partie là-dessus. Donc, la thoraco, c'est pour des épanchements pleuraux, qu'ils soient liquidiens ou aériques, plus une répercussion clinique. C'est-à-dire que parfois, on a des animaux qui ont un petit pneumothorax, des choses comme ça, mais s'ils n'ont pas de répercussion clinique, on ne va pas forcément se lancer dans le geste. Et puis, c'est utilisé aussi dans les post-opératoires immédiats de chirurgie thoracique. C'est un acte qui est à la fois diagnostique et thérapeutique, donc qui est vraiment très intéressant. Donc là, c'est une radio d'un pneumothorax assez sévère sur un chat.
Le matériel, donc toujours du matériel d'asepsie avec des gants stériles. On va prendre une épicrânienne ou un cathéter ou une aiguille, selon ce qu'on a. Selon la taille aussi du patient, c'est sûr que si vous faites une thoraco sur un labrador un peu obèse, avec du coup une paroi entre sa peau, son gras et sa paroi thoracique, et ça va faire plusieurs centimètres, donc une épicrânienne, ce ne sera pas du tout suffisant. Il vaudra mieux prendre une aiguille, voire une aiguille longue. A contrario, si vous prenez une grosse aiguille sur un petit chat, vous allez finir facilement dans le poumon. Donc ce sera adapté à la taille de votre animal. Ensuite, on va prendre un robinet 3 voies, une seringue, plus ou moins un prolongateur et plus ou moins un haricot pour recueillir du liquide si c'est du liquide que vous recherchez. Les étapes, donc, on veut un patient qui soit confortable. Il ne faut vraiment, vraiment, vraiment pas hésiter à sédater les animaux sur lesquels vous faites des thoracosynthèses. À minima, sans risque ou presque, ils ont tous le droit d'avoir du butorphanol. Faut pas hésiter à taper un bon 0,4 mg par kilo de butor et pas hésiter aussi à leur faire une benzodiazépine, midazolam ou diazépam, donc pour avoir une myorelaxation et pouvoir vraiment avoir un animal détendu qui ne bouge pas au moment de la thoraco. Pas hésiter quand même s'ils sont en détresse respi, à leur faire par exemple des mini bolus d'alfaxan ou de propofol vraiment, vraiment à effet, juste pour les maintenir tranquilles sans qu'ils soient vraiment anesthésiés, mais de manière à pouvoir réaliser l'acte correctement. C'est d'autant plus vrai si vous êtes à domicile et que vous êtes seul, que vous devez vous faire aider potentiellement par le propriétaire, etc. Il faut quand même avoir une contention chimique de votre animal, sinon c'est irréalisable. La localisation, si jamais vous avez un échographe, vous pouvez vous aider de l'écho pour vous positionner à l'endroit qui vous semble le plus opportun. À l'aveugle, généralement, on va se mettre entre la 7e et la 9e côte. Et si on cherche de l'air, on va plutôt se mettre dans le tiers dorsal. Si on veut du liquide, on va se mettre plutôt dans le tiers ventral. Et on va tunneliser, si on veut, si on peut, 1 à 2 espaces intercostaux avant de rentrer dans le thorax. Mais j'ai une vidéo juste après pour vous montrer ça. Et on essaye, quand on peut, quand le patient est suffisamment de grande taille, de ponctionner plutôt crânialement à une côte plutôt que caudalement, puisque c'est ce qui est représenté sur le schéma qui est à droite, mais qui n'est pas forcément facile à comprendre. En fait, en blanc, vous avez vraiment les côtes. Et puis, caudalement à la côte, c'est là où va passer la vascularisation et l'innervation. Donc, si le patient est suffisamment grand, on va essayer de se mettre plutôt crânialement à une côte que caudalement à une côte pour éviter d'aller taper tout ce qui est. On ne t'entend plus, Calypso. Ah, je croyais que c'était que chez moi. Ah non, moi je n'entends plus Calypso, mais je sais pas si les autres entendent. Je pense qu'elle a été déconnectée. Ouais, j'espère qu'elle le sait et qu'elle continue pas de parler.
Peut-être que si on quitte tous et qu'on se reconnecte, elle va comprendre. Je sais pas. Ah ouais, moi je veux bien essayer. Ok, on va peut-être faire ça parce que sinon. Ah, elle s'est déconnectée, donc elle va se reconnecter, je pense. Je vais me déconnecter, je vais me reconnecter, on sait jamais. Oh, je suis de retour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, Oh, merveilleux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis désolée. Écoutez, je vais essayer de reprendre là où j'en étais. Est-ce que quand j'ai commencé la vidéo, vous l'avez vue ou pas? Non, non, c'était au début de la Toraco. Tu étais en train de donner le site de Toraco, quoi, tu vois, encore. Donc ça fait Ah oui, quelques minutes. ça a Ouais, fait tout. ouais, ouais. Désolée, je reprends du coup. Tac, tac. Est-ce que là, vous voyez mon écran? oui, Oui, Ouais, ok. Et est-ce que si je lance le truc d'après avec la vidéo, vous voyez la vidéo en route ou pas? oui. Ah, génial. oui, oui. Ok, bon, je reprends ici. Désolée pour ce, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, du coup, donc j'étais en train de dire le site de Toraco, je sais pas trop où ça s'est arrêté, donc je reprends. Quand on a un échographe, donc on peut se mettre, on se place au visuel là où on a par exemple le plus d'épanchement ou le plus d'air. Quand on n'a pas d'échographe, à l'aveugle, on va se mettre généralement entre le 7e et le 9e espace intercostal, plutôt dans le tiers dorsal si on veut de l'air, plutôt dans le tiers ventral si on veut du liquide. On va pouvoir tunneliser, mais ça, vous allez le voir donc, dans la vidéo juste après. Et on essaye de se mettre plutôt en avant d'une côte. Donc ça, c'est le petit schéma que vous avez à droite. En blanc, c'est les côtes qui sont représentées. Et en fait, caudalement à la côte, à chaque fois, ce truc qui est noir là, c'est les vaisseaux et les nerfs. Donc, ils passent juste caudalement aux côtes. C'est pour ça que nous, on va plutôt essayer de fonctionner crânialement à une côte si on a assez de place. C'est-à-dire qu'il faut quand même déjà un chien d'assez grand gabarit. Si vous avez un petit chat, ben, on va se contenter de se mettre entre deux côtes et basta, on ne peut pas faire mieux. Donc tout ceci est résumé dans cette petite vidéo que je vais vous passer. Il n'est pas d'une qualité extrême, mais enfin bon. Donc là, on a attendu, on a scrubbé, on palpe pour se mettre entre les côtes qu'on veut. On est rentré sous la peau et on tunnelise sur un ou deux espaces intercostales. Et ensuite, on va de nouveau palper pour essayer de se mettre crânialement à une côte. On s'incline en direction du thorax et on rentre dans la paroi thoracique. Et ensuite, il y a un deuxième opérateur qui n'a pas besoin d'être en stérile, qui va venir avec son petit 3 voies et sa seringue pour ponctionner le contenu de notre thorax. Hop, voilà, donc gentiment, ça ne sert à rien de mettre trop de pression. Sachez que lorsque vous avez une aiguille de petit diamètre avec, par exemple, du liquide, etc., par exemple, vous faites une thoraco sur un chat, il ne faut pas prendre une seringue de trop gros volume parce que sinon, ça va mettre une dépression hyper importante et c'est beaucoup plus dur à aspirer. Donc, prenez plutôt une seringue, par exemple, de 10 ml sur un chat, pas plus. Et le but de la thoraco, donc, ça va être de vidanger complètement l'espace pleural, sauf si c'est un hémothorax. Dans ce cas-là, on va vidanger seulement ce qu'il faut pour que l'animal respire mieux, et le reste, on va le laisser de manière à pas trop le spolier en sang, si c'était ça. Les complications, il n'y en a quand même pas trop, c'est rare. On peut faire un mini pneumothorax iatrogène, bon, ça arrive.
On peut lui gratouiller un peu le poumon, ça arrive aussi, c'est pas bien grave. À la limite, si ça saignote un tout petit peu sur la fin, bon, bah, on se retire et puis voilà, c'est pas dramatique. Ce qui peut être le plus problématique, c'est rare, mais ça peut arriver, lorsque vous faites une ponction vraiment en ventrale, de ponctionner en intracardiaque. Ben là, soit il va mourir, soit il va aller très très bien. C'est dur de faire quelque chose de particulier, donc c'est sûr que oui, on évite de ponctionner en intracardiaque, mais c'est quand même une complication rare, donc il ne faut pas trop hésiter, et il vaut mieux faire une thoraco pour rien que de ne pas oser se lancer et de ne pas la faire et de laisser un animal dyspnéique. Donc il ne faut pas vraiment pas avoir peur de la thoraco. Et J'ai une l'étape petite d'après, question, s'il te oui, plaît. bien sûr. Désolée. C'est juste quand c'est de l'air, en fait. Quand c'est un pneumothorax, est-ce que tu sens qu'il n'y a plus d'air au bout d'un moment ou pas quand tu Ouais, en fonctionnes? fait, ça va faire. Regarde, je te remets la vidéo. Alors attends, j'essaie de remettre la vidéo. Je vais avancer un petit peu au moment où elle fonctionne. Non, je peux pas avancer. Ah, je peux pas avancer. Au moment où elle fonctionne. Enfin, non, donc là, il y a la fonction. Au moment où tu vas voir le deuxième opérateur aspire, il y a des moments ça vient et il y a des moments ça vient pas. Quand elle tire sur le piston, le piston il revient à sa position parce qu'en fait le vide il est fait. Donc tu vas voir dans un tout petit instant. Donc là, elle a aspiré, ça vient. Hop, elle retourne, tac, elle aspire. Et là, tu vois ce truc-là du piston qui revient. Là, il y a encore de l'air à aspirer. Mais sinon, en fait, tu vas voir que tu tires sur ton piston et il revient forcément à sa place initiale. Donc, le vide est fait et il n'y a plus rien à aspirer. Après, quand tu commences à en arriver là, des fois, la personne qui est en train de faire la thoraco, il ne faut pas qu'elle hésite à bouger un tout petit peu, à se déplacer, à se mettre un tout petit peu plus superficiel à l'intérieur du thorax pour revoir vraiment, à essayer d'aspirer le maximum. Mais oui, en gros, quand ça vient plus, quoi. Ok, merci. Voilà. Et donc, l'étape d'après la thoraco, c'est le drain thoracique. Donc là, les indications, c'est notamment lorsqu'on doit faire plus de 2 thoracosynthèses sur 24 heures, on ne peut pas passer notre vie à ponctionner cet animal. Donc, ça veut dire qu'il faut lui mettre un drain thoracique. Lorsqu'on a un pneumothorax sous tension, donc le pneumo sous tension, c'est un pneumo qui est actif et qui va continuer à se collecter en ce moment même. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait lui faire une thoraco en continu, ce qui n'est pas possible. Donc, il faut lui mettre un drain thoracique. Pour les pyothorax, tout simplement parce qu'avec le pu qui est relativement épais, on a du mal à les vidanger correctement avec une thoracosynthèse et on peut avoir besoin aussi de faire des rinçages pleuraux. Donc ça, c'est permis avec la pose d'un drain. Et puis sur les postes opératoires de trachéotomie, thoracotomie, pardon, je vais y arriver. Mais ça nous concerne moins. Contre-indication, toujours la coagulopathie, mais bon, c'est des contre-indications relatives. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour mettre un drain thoracique? Il y a le matériel juste après. Je vous invite simplement à regarder sur cette illustration la position idéale que doit avoir un drain thoracique lorsqu'il est bien posé, avec les 2 petits cercles rouges que vous voyez, celui du haut à droite, qui va représenter l'endroit où le drain s'insère au niveau cutané, et le cercle rouge en bas à gauche, qui indique l'endroit où le drain s'insère dans le thorax. Donc, il va y avoir toute une partie aussi qui va être tunnelisée sous la peau. Le but, c'est qu'au moment où vous allez retirer votre drain, le trou du thorax ne soit pas en face du trou de la peau et que du coup, il ne puisse pas y avoir de communication entre l'intérieur du thorax et l'extérieur. Et donc, le drain, il s'insère comme ça plutôt au niveau caudal et ensuite, il va venir se coucher le long du sternum, idéalement lorsqu'il est bien positionné. Donc, le matériel, toujours du matériel d'asepsie, une petite lame. Quelqu'un a posé une question? Non, je réponds. Une petite lame, notre fameux drain thoracique, un robinet 3 voies, un système aspiratif clos. Donc là, vous avez une petite poire d'aspiration ici, par exemple, du matériel de suture et de quoi faire un pansement. Pour les drains thoraciques, il en existe plein de modèles différents. Moi, personnellement, mes préférés, c'est ceux-là, qui s'appellent Easy Drain. Mais bon, il y en a d'autres. Je vous montre ceux-là parce que je vous montre comment ils sont faits, parce que c'est ceux-là qui vont être dans la vidéo que je vais vous montrer juste après. Donc, en fait, ils se présentent sous cette forme-là. Donc, vous avez le drain, en fait, qui est protégé ici par un petit embout, un petit sachet en plastique, ce qui permet de le manipuler en le gardant stérile. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est les petits connecteurs qui se mettent à la fin. Et en fait, si vous voulez, désolé, je n'ai pas trouvé mieux en photo. C'est une photo agrandie ici, mais qui est de piètre qualité. Mais enfin, vous avez un énorme trocard en fait métallique ici et le drain qui coulisse à l'intérieur. Et donc, naturellement, vous voyez, votre trocard, il s'arrête là.
qui s'arrête juste ici, et le drain, il dépasse. Et en fait, c'est parce que même si on le pousse à fond dans son petit sachet, il va avoir toujours un peu envie de sortir, mais c'est bien parce qu'en fait, comme ça, au moment où vous allez rentrer dans votre thorax avec votre pointe ici, dès que vous allez être dans votre plèvre, tac, le drain, il va commencer à y aller et vous n'allez pas en fait aller jusqu'à perforer par exemple du poumon. Ça l'aide à se positionner directement comme il faut dans la plèvre. Et donc ce système-là, il est hyper pratique et facile à utiliser. Vous allez voir juste après sur la vidéo. Donc, les étapes de la pose du drain. Alors vraiment, un drain thoracique, c'est très, très facile à poser. Ça peut paraître un peu impressionnant. C'est vraiment un geste technique tout bidon. Donc, même si vous ne l'avez jamais fait et qu'à un moment, vous êtes dans l'indication, franchement, mais lancez-vous parce que c'est vraiment, il n'y a pas du tout de difficulté technique. C'est un petit peu, je sais ce que je dois faire, je le fais. Et après, c'est un peu au petit bonheur la chance aussi. On reverra par rapport à la position des drains. Donc, en tout cas, il faut un animal en décubitus latéral et qui soit quand même anesthésié parce que là, c'est un petit peu invasif quand même. Et on va mesurer la quantité de drain à insérer. Donc, entre, en gros, le haut du thorax ici. Et si on se rappelle, on veut que notre drain, il rentre comme ça et il vienne ensuite se coucher le long du sternum. Donc, on va mesurer s'il avait une position idéale, quelle quantité de drain je veux rentrer dans mon animal. Et la plupart des drains, ils ont des petits crans en fait dessus avec des petits numéros. Donc ça vous permet de savoir, ok, bah, il faut que je l'enfonce jusqu'à 20, quoi. Au moins, comme ça, vous savez quelle quantité de drain vous avez besoin. Vous allez pouvoir faire une petite incision donc au point culminant du thorax, c'est-à-dire vraiment le plus haut. Enfin, vous voyez, parce que l'animal est en décubitus latéral. Au niveau du tiers dorsal, à peu près au niveau du 10e espace intercostal. Donc, on compte nos petites côtes, tac, et on va faire une petite incision cutanée. C'est simple, toute petite, hein, vraiment 2-3 mm. Le but, c'est simplement de ne pas émousser notre trocar au moment du passage de la peau. Et puis également, c'est ça qui fait mal quand même à l'animal. Donc, on ne voudrait pas qu'il réagisse à ce moment-là si jamais l'anesthésie est un tout petit peu légère. On va pouvoir insérer notre drain. Donc, vous voyez, on va pincer la peau. Et comme pour une thoracosynthèse, on va rester en sous-cutané et on va tunneliser à peu près sur 2 espaces intercostaux. Et on va se diriger pour faire ça. Donc là, vous avez vu sur les images, la tête de l'animal est à droite de la photo et les fesses sont à gauche. Donc, on se dirige depuis caudalement vers le cranial de l'animal et on va prendre une direction. On a vu qu'on veut aller le faire se coucher le long du sternum. Donc, on va prendre la direction au moment déjà où on tunnelise de la pointe du coude. Et ensuite, vous voyez, une fois qu'on a tunnelisé et qu'on veut rentrer dans le thorax, on va donner cette inclinaison, comme sur la photo en bas à droite, une inclinaison à peu près à 45 degrés. Et là, on va pouvoir rentrer dans le thorax. Donc, on va traverser la plèvre, si possible, si l'animal est assez grand et qu'on a le choix crânialement à une côte, sinon entre 2 côtes. Et puis, on va pouvoir faire glisser le drain en direction de la pointe du coude en maintenant le trocar. Et une fois qu'on a positionné le drain, on retire le trocar. À la toute fin, on va faire une suture en bourse, donc au niveau de la sortie ici, de manière à ce que ce soit hermétique. On ne veut pas faire rentrer d'air par le tour de ce drain. Et on va faire un petit lassage chinois pour faire tenir le drain. Ensuite, on va pouvoir le brancher à son dispositif d'aspiration et mettre un pansement pour protéger la sortie du drain et puis faire tenir en fait le dispositif avec les petites poires d'aspiration. Donc, la même chose en vidéo pour qu'on puisse se rendre compte. Donc, vous voyez, on s'est bien préparé, on a scrubé, on est stérile, on est propre, on a mis un petit champ, c'est top. Là, on a mesuré la quantité de drain qu'on voulait insérer. Et on a regardé à quel repère ça nous faisait arriver. On palpe les côtes, tac, on a dit qu'on voulait compter d'être à peu près à la 10e, donc 13, 12, 11, 10, tac, voilà. Donc là, l'incision est déjà faite, c'est de la triche dans la vidéo, mais c'est pas grave, ils font comme s'ils la refaisaient. Donc tac, on fait notre petite incision cutanée. On va pouvoir prendre le drain. Donc là, le drain, c'est le même que celui que je vous ai montré, c'est le Easy Drain. Donc, hop, on pince la peau et on rentre en sous-cutané. Donc ça va tout seul, hein. Le drain, il est bien tranchant. On palpe pour avancer de 2 espaces intercostaux en sous-cutané. Et là, on prend cette direction à 45 degrés et on rentre dans le thorax. Clac, voilà, c'est tout.
Et là, on va pouvoir maintenant avancer notre drain. Donc, vous voyez que c'est facile de le manipuler très proprement car il est emballé dans son petit truc plastique. Et donc là, au moment où on le fait progresser comme ça dans le thorax, on lui donne la direction qu'on veut. Donc, à peu près la direction de la pointe du coude. Mais ensuite, là, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du thorax. S'il a envie de se mettre bien, on a de la chance. Et puis, des fois, il se met n'importe comment. Et alors qu'on avait tout bien fait. Voilà. Arrivé à un moment où on a enfoncé assez de drain, il va falloir aussi reculer le trocar. Donc attention en reculant le trocar de bien tenir le drain pour pas que tout parte en même temps. Voilà, une fois qu'on arrive à le tenir de nouveau au niveau de l'animal, on peut finir de retirer le trocar. Et là, on s'enfonce vraiment de la longueur qu'on avait décidé en prenant nos mesures au départ. Voilà, votre petit drain est mis. Donc ensuite, il restera à faire la suture en bourse et le laçage chinois pour le faire tenir. Une fois qu'on a posé notre drain, il faut impérativement faire un contrôle radio pour voir ce qu'on a fait, si c'est bien positionné ou pas. Et on n'hésite pas à faire face profil parce que vous allez voir dans les exemples que je vais vous montrer que des fois, on a des dingueries au niveau des drains. Et puis ensuite, on va vidanger et quantifier ce qui est récolté dans notre drain. On n'hésite pas à changer les pansements tous les 1 à 2 jours. Ça peut faire mal, les drains thoraciques, notamment chez les petits chats. Chez les chats, ça nous arrive, enfin là, l'indication principale des drains chez le chat, c'est le pyothorax. Ça peut être quand même relativement inconfortable. Il y en a qui ont carrément besoin de séries de fentanyl. Donc il faut quand même penser à l'analgésie chez ces animaux. Bien sûr, il faut bien surveiller. Si par exemple, vous avez une déconnexion entre votre poire d'aspiration et votre drain, du coup, vous vous retrouvez avec un système ouvert et de l'air qui va rentrer dans le thorax. Voilà, parce qu'il y a le vide dans le thorax. Donc, et il ne faut pas hésiter à faire des cytologies sur ce que vous ramassez dans votre drain toutes les 24 heures. Voici une radio d'un drain correctement positionné. Alors, il aurait pu être un tout petit peu plus avancé, mais voilà, un drain correctement positionné. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de liquide dans ce thorax, puisqu'on a une opacité liquidienne qui vient effacer le contour du cœur. On voit qu'on a aussi quelques petites bulles d'air, donc il y a aussi un tout petit peu de pneumo. Ça se trouve, c'est nous qui l'avons fait en mettant le drain, mais ça, c'est pas bien grave. Ok, donc voilà un drain correctement positionné. Voilà un drain qui, ici, on ne fait qu'une vue de profil, a l'air à peu près correctement positionné. Alors bon, c'est un peu chelou, normalement, il devrait rentrer ici. C'est pas pour ça que je vous le montrais. C'est parce que là, je ne sais même pas comment c'est possible de réussir à faire ça, mais il y a une partie du drain qui est en extra, qui est à l'extérieur de la paroi qui passe en sous-cutané. Donc, même si une vue, ça a l'air de suffire, il faut toujours faire 2 vues pour bien avoir le positionnement en 3D. Un autre exemple de drain mal positionné, donc lui, il s'est coudé en fait à un endroit et il est parti faire n'importe quoi. Là, si vous devez aspirer du pneumothorax, pourquoi pas, ça va fonctionner. Par contre, si vous cherchez à aspirer du liquide avec un drain positionné comme ça, vous n'y arriverez pas. Un autre truc de fou sur un drain qui s'est cassé dans le thorax. Donc là, on se retrouve avec un petit bout de drain qui se balade ici. Donc là, évidemment, bon, ça, c'est rarissime. Je ne sais pas comment c'est possible. Donc voilà. Et puis encore un autre exemple de drain mal positionné. Là, franchement, c'est pas terrible, ni pour du liquide, ni pour de l'air. Donc là, il faut retirer le drain et le repositionner comme il faut. Et donc après, si jamais on est dans le cas d'un pneumothorax sous tension, c'est-à-dire qui collecte vraiment continu, selon le gabarit de l'animal et du coup la quantité d'air qui collecte, des fois on est obligé d'utiliser un système d'aspiration continue. C'est ce qu'on appelle le pleurévac. Donc là, souvent, il faut référer sur des centres quand même assez particuliers. Et lorsqu'on a des pyothorax, on peut faire des rinçages via le drain thoracique. Donc hop, on le déconnecte de la poire, on peut flusher à l'intérieur, touiller tout doucement notre animal et réaspirer pour essayer vraiment d'être le plus efficace possible. Les complications du drain thoracique, le pneumoiatrogène, voilà, bon, ça peut arriver, un peu d'emphysème sous-cute. On peut faire des lésions pulmonaires, obstruction du drain, infection du site d'entrée. C'est rare quand même qu'il y ait des complications vraiment importantes. Et la question, c'est quand le retirer. Normalement, c'est quand la production du drain descend en dessous des 2 ml par kilo par jour. Parce qu'en fait, la présence à elle seule du drain provoque une inflammation au niveau des plèvres et donc va engendrer la production d'un petit peu de liquide. Et cette production d'un petit peu de liquide, c'est à peu près un peu moins de 2 ml kg/jour. Donc, quand on arrive à ça, on sait qu'on ne pourra plus descendre en dessous. Donc, on va fermer le drain
le soir, vérifier cliniquement que notre animal il va bien. Le lendemain, on fait des radios. Si ça n'a pas trop recollecté, si l'animal il est bien, c'est le moment de retirer les draps. Voilà pour le système respiratoire. On a terminé pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on pourra aussi revoir à la fin. Et on va passer au système cardiovasculaire. Donc, en premier, pour le système cardiovasculaire, j'ai refait une petite partie ponction veineuse, c'est-à-dire que ça va comprendre en fait à la fois le cathéter veineux périphérique et la ponction juste pour aller faire une prise de sang. C'est simplement pour vous remettre en tête les sites sur lesquels on peut aller faire ceci, parce qu'il n'y a pas que la veine céphalique. Des fois, on est coincé, on n'a plus de veine céphalique parce que, je sais pas, on n'a pas tâté les deux, parce que l'animal a les deux pattes pétées, parce que je ne sais pas quoi. Et bien, il y a d'autres solutions qu'il ne faut pas oublier. Donc, évidemment, la veine céphalique, c'est celle à laquelle on pense en premier, mais il y a aussi les veines saphènes externes qui vont être utilisables chez le chien et également chez le lapin. Donc là, la photo en bas à droite, c'est une prise de sang sur la saphène externe chez un lapin. Vous avez la saphène interne, là qu'on va plutôt utiliser chez le chat. Il ne faut pas qu'il soit trop obèse, sinon c'est pas évident. Sachez qu'on peut également mettre un cathéter, et parfois on peut mettre un cathéter rose dans une saphène interne de chat. Donc ça peut vous servir. Le plus difficile finalement, c'est de le maintenir en place. Donc faut vraiment que ce soit un animal très débilité, sinon ça va vite bouger. Mais en tout cas, lorsqu'on n'a pas le choix, dans un premier temps, ça peut être quand même une solution intéressante. Et vous avez également les veines auriculaires qu'on peut utiliser chez le lapin, évidemment, et chez le chien avec des grandes oreilles ou des oreilles tombantes. Attention par contre à l'anatomie, on va bien aller prendre la veine qui est au niveau caudal de l'oreille et surtout pas l'artère qui est centrale ici, qui se voit très bien. Sur la photo, on voit aussi ici l'artère également là au centre de l'oreille de ce petit lapin. Et nous, on va bien dans la veine, ici en périphérie. Des fois, on peut la mettre plus loin, voire même quasiment à la base de l'oreille. C'est assez facile à positionner. Il faut simplement être très précautionneux, prendre son temps. Pas hésiter à flusher au préalable son cathéter pour mieux voir le sang qui monte, parce qu'on n'a pas toujours un débit du feu de Dieu. Et puis voilà, ça marche aussi sur des chiens. Par exemple, vous avez un Basset Hound qui a des pattes horribles, toutes tordues, 10 km de peau en trop, impossible de lui mettre un cathé. Pensez à sa veine auriculaire, ça peut vous sauver la vie. Et j'avais remis ici une petite partie sur le cathéter. Simplement, bon, je pense que vous savez tous mettre des cathés, mais je voulais juste vous rappeler que normalement, un cathéter, ça se met sur une patte qui a été tondue et scrubée. Alors bien sûr, quand vous êtes à domicile, que vous mettez un cathé pour faire une petite intervention qui va durer une demi-heure et qu'après on retire tout et un petit bisou sur le front et c'est bon, ok, il n'y a pas besoin forcément de s'énerver trop sur l'asepsie du cathéter. Lorsque par contre vous êtes en clinique et que vous vous occupez d'un animal qui est relativement débilité, peut-être qui est en leucopénie, peut-être qui va rester hospitalisé avec son cathéter pendant plusieurs jours, attention quand même, c'est une voie d'entrée très importante pour les maladies nosocomiales et ils font facilement des phlébites. Donc, il faut quand même travailler proprement. Donc, on va tondre, on va scrubber. Quand on appuie là pour pas que le sang y coule, on ne se met pas sur le cathé, on se met au-dessus pour pas toucher la zone où on va rentrer vraiment dans la peau. Donc voilà, on essaye de travailler quand même relativement proprement. Et puis ensuite, on va bien penser à protéger notre cathéter et à le flusher régulièrement. Voilà la petite partie cathé veineux, j'insiste pas plus. Et par contre, je vais vous parler du cathé intra-osseux. Donc celui-là, on va l'utiliser surtout nous en urgence lorsqu'on a besoin d'un accès vasculaire urgent, genre une réa, et on n'a pas de cathéter veineux. Lorsqu'on ne parvient pas à mettre un cathéter veineux, on lui a pas tâté toutes les veines, donc impossible. Lorsqu'il y a des œdèmes périphériques ou pour les cas qu'on a aussi régulièrement avec des patients pédiatriques de très petits gabarits ou chez les NAC, où dans ces cas-là, le cathé veineux périphérique s'avère extrêmement compliqué. Contre-indication, il ne faut pas que la patte soit cassée, effectivement. Et on ne peut pas passer de transfusion. Et il vaut mieux éviter aussi les produits très hypertoniques sur ces voies-là. Donc, le cathé, où est-ce qu'on peut le mettre? Il y a plusieurs sites d'insertion possibles. On va avoir la fosse intertrochantérienne au niveau du fémur, donc, que vous avez de représenter sur le 1, petit numéro 1. Et la tubérosité tibiale en 2, donc juste en fait le long de la crête tibiale.
Ça, c'est, on va dire, ceux qui vont être à la fois les plus faciles, entre guillemets, et qui ne vont pas être en position intra-articulaire. C'est-à-dire que vous pouvez ici mettre un cathéter qui va rester en place et qui ne va pas gêner votre animal. Parce que, par exemple, le tubercule majeur de l'humérus, ici, qui est un site que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est le plus facile parce qu'en fait, j'ai appris à faire des myélogrammes par cette voie-là et du coup, c'est le site que je trouve le plus facile. Mais le problème, c'est que pour faire ce site-là, il faut subluxer l'épaule et en fait, on rentre vraiment en intra-articulaire. Donc du coup, pour une fonction, c'est bien. Pour poser un cathé, c'est quand même pas incroyable. Idem pour le numéro 6, la surface plane médiale du tibia, relativement facile. Par contre, après, l'animal, il ne peut plus du tout étendre la patte, il faut lui bloquer en position fléchie. Donc, pas incroyable. Et les deux autres, L de l'ilium et l'ischιum, globalement, ils sont vraiment beaucoup plus difficiles techniquement. Donc, je ne vous recommande pas de vous orienter vers ça en première intention si vous n'êtes pas à l'aise avec le cathéter intra-osseux. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir la fosse intertrochantérienne fémorale. Donc, par exemple, comme sur ce petit furet ici, tac. Et sinon, la tuberosité tibiale, donc que vous avez sur les autres photos. Donc, en gros, à côté, le long de la crête tibiale. Donc, ça, c'est un petit genou de quoi de chien. Donc, ça marche même pour des très petits animaux. Matériel, donc il existe des vrais cathéters intraosseux, mais qui coûtent très cher, qu'on n'utilise jamais, donc on n'en a pas. Donc on va simplement utiliser des aiguilles classiques. L'avantage de ces cathéters, c'est qu'en fait, ils ont une partie à l'intérieur pleine qui bouche en fait le cathé, qui fait qu'au moment où vous rentrez dans votre os, vous ne faites pas une carotte d'os, parce que c'est un peu le problème qu'on rencontre la plupart du temps avec des aiguilles, c'est que c'est creux, donc en fait on fait une carotte d'os, et même si on a bien positionné notre cathéter intraosseux, eh ben, on n'arrive pas à flusher parce qu'il est bouché par cette carotte d'os. Donc voilà, en tout cas, on va prendre des aiguilles, de quoi tondre et désinfecter. On peut faire une petite anesthésie locale si on veut, et de quoi protéger notre cathé. Donc, si on veut faire une petite anesthésie locale, on le fait. On va tondre et désinfecter comme pour un cathéter classique. On peut faire une mini-incision cutanée à l'endroit où on va rentrer pour éviter d'émousser notre aiguille. Et on va cathétériser par rotation. Alors, j'ai pas trouvé mieux comme photo et j'en ai pas faite moi-même, c'est dommage. Je vous conseille pas du tout de vous mettre comme ça. Ça, c'est sur un tout petit chaton. Donc, quand vous avez un patient pédiatrique, il a globalement des os qui sont mous. Donc, c'est très facile, vraiment très très facile de mettre un cathéter intraosseux sur un patient pédiatrique. Ça rentre comme dans du beurre. Donc, n'ayez pas peur de ça. Et du coup, dans cette position-là, vous allez y arriver parce qu'il ne faut pas forcer beaucoup. Si vous êtes sur un patient qui n'est pas pédiatrique ou d'un petit peu plus grand gabarit, etc., ou admettons même voir le vieux chat crevard de 17 ans qui est tellement déshydraté que vous lui trouvez plus de veines et tout, bon, bah lui, il va avoir une corticale bien dure. Et donc là, vous n'aurez jamais assez de force pour rentrer. Donc, ce que je vous recommande, si vous êtes droitier, si vous êtes gaucher, vous inversez, si vous êtes droitier, il faudrait le mettre dans l'autre sens, en fait, pour tenir son fémur avec votre main gauche, vous le tenez vraiment bien en plein. Et avec votre main droite, vous allez venir vous positionner en face. Admettons que je vais essayer de vous l'expliquer dans le sens. Admettons que cette dame ici soit gauchère. Avec sa main droite ici, elle va venir saisir le fémur du petit chat. Et avec sa main gauche ici, elle va venir se positionner en rentrant son aiguille là. Et ensuite, avec des petits mouvements de rotation, il ne faut pas juste forcer tout droit, faire un petit mouvement de rotation. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on va sentir, d'abord, il y a une résistance, c'est le cortex. On force un petit peu, et d'un coup, on va avoir une perte de résistance au moment où on rentre dans la médula. Évidemment, comme je vous ai dit, plus l'animal est pédiatrique, plus son cortex est mou, et moins on va avoir cette différence. Mais sinon, c'est ça. En fait, ça force, et d'un coup, clac, on est rentré. Et ensuite, il faut s'assurer qu'on est bien positionné. Donc, pour ça, vous allez pouvoir mobiliser le membre, et normalement, votre aiguille va bouger avec. Si on aspire, on est censé avoir un petit peu de moelle, et si on flush, ça doit passer, et ça ne doit pas gonfler autour du cathé. Si on a un doute, il ne faut pas hésiter à faire une radio. Et après, on va essayer de fixer tant bien que mal notre bazar. Donc, bah, vous voyez, là, ils ont fait un petit papillon de scotch qu'ils vont venir remettre avec un petit point de suture. Voilà. Il faut essayer de bricoler un truc pour le faire tenir. Et il faut changer les pansements maximum toutes les 72 heures. Complications, fracture. On peut casser un os en mettant un cathé intraosseux dedans. Complications septiques, mais ça, c'est comme pour un cathé veineux périphérique. Extravasation de fluide si votre cathé est mal positionné.
peut faire des embolies, on peut éventuellement faire des lésions nerveuses si on RIP au moment où on place le cathé. Donc voilà. Mais ça peut faire un peu peur, le cathé intra-osseux. Pour ceux qui n'en ont jamais mis, je vous invite, si à un moment vous avez l'occasion, vous avez un cadavre sous la main où les gens ne souhaitent pas forcément récupérer le corps, etc. Vous n'avez même pas besoin de tondre, donc ce sera même pas visible de l'extérieur, le corps sera préservé. Simplement essayez de mettre un petit cathéter intra-osseux pour vous entraîner. Le plus facile étant évidemment le patient pédiatrique. Mais voilà, pour les petits patients, les NAC et les pédias, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser le cathéter intra-osseux. Ça peut vraiment sauver la vie de votre patient. Voilà pour le cathé intra-osseux et on va pouvoir passer à la péricardiosynthèse. J'espère que je ne vous ai pas encore perdu, c'est assez dense, mais il y a pas mal de trucs. Alors, la péricardiosynthèse, donc, ça va nous aider pour la démarche diagnostique. Ça va nous permettre de prendre en charge des épanchements péricardiques massifs et évidemment, c'est indiqué absolument lorsque vous avez une tamponnade cardiaque. Donc là, c'est un exemple d'un épanchement péricardique absolument massif sur un petit chat et à la radio, ce que ça peut donner un épanchement péricardique chez un chien. Les principales causes d'épanchement péricardique chez le chien, c'est souvent ça a cet aspect-là, donc hémorragique. Et cause principale, c'est idiopathique, voilà, néoplasique, avec notamment des hémangiosarcomes et rarement, mais c'est possible, en cas de coagulopathie. Ce qui est très important, c'est de reconnaître les signes de tamponnade, et ça s'appelle le signe de la vague. Alors, je suis désolée, la vidéo n'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais en même temps, c'est ce qu'on a dans la vraie vie. Et donc, en fait, ça se produit lorsque la pression dans le péricarde devient supérieure à la pression dans le cœur, et dans ce cas-là, ça va collaber, ça va écraser une oreillette, voire un ventricule à cause de l'épanchement. Et si vous regardez sur ce cœur, eh bien, on le voit sur l'oreillette, on le voit aussi sur le ventricule, on retrouve ce signe de la vague, donc on a vraiment une petite vague qui se fait et qui est le signe que ça collabe en fait votre oreillette et votre ventricule. Si on regarde le ventricule en bas, le ventricule gauche, lui, il n'est pas collabé, il a plus de pression à l'intérieur, donc il n'est pas encore collabé, et il va avoir un mouvement de pompe classique, alors qu'en haut, on retrouve bien le signe de la vague. Ça va pour tout le monde, ça? Donc, si on a un signe de la vague, on sait qu'on est face à une tamponnade, et donc il faut absolument faire une péricardiosynthèse. Attention, très important, là que ce soit pour le domicile ou pour la clinique, qu'on ait ou pas diagnostiqué de manière officielle notre épanchement, parce qu'à domicile, vous n'avez pas forcément un échographe pour être sûr, mais seulement vous pouvez quand même avoir une suspicion, voire une forte suspicion d'épanchement péricardique à partir du moment où vous pensez qu'il peut y avoir ça. Donc vous avez des bruits cardiaques qui sont assourdis, vous avez un animal qui est présenté avec des symptômes de collapse ou de syncope. Il est connu pour avoir un hémangiosarcome de la rate, que sais-je. En tout cas, si vous suspectez qu'il peut y avoir un épanchement péricardique, voire une tamponnade, il y a un médicament qui est formellement interdit, c'est le furosémide. Pourquoi il ne faut absolument pas faire de furosémide sur un épanchement péricardique? Parce que c'est simplement une histoire de physique et de pression. Le furosémide est un diurétique de l'anse qui va donc faire faire pipi, et qui va jouer sur le secteur vasculaire. Donc, il va diminuer la pression au niveau du secteur vasculaire. Or, on a dit que la tamponnade, elle se déclenchait lorsque la pression en intracardiaque, donc en intravasculaire, devenait inférieure à la pression intrapéricardique. Avec le furo, vous allez baisser votre pression vasculaire, vous allez donc baisser votre pression intracardiaque, et donc vous allez augmenter le différentiel entre la pression intrapéricardique et intracardiaque. Et si vous aviez un animal qui n'était pas encore en tamponnade, eh bien, il risque de l'être avec votre furosémide. Et à aucun moment, le furosémide ne va permettre de vidanger partiellement ou totalement le contenu de votre péricarde. À aucun moment. Ça n'agit pas du tout dessus. Donc, si vous avez une suspicion ou un diagnostic d'épanchement péricardique, furo interdit. Le matériel qu'il nous faut pour une péricardiosynthèse. Donc, il nous faut une aiguille ou un cathéter, alors plutôt un cathéter, hein. Soit un cathé, comme... Ah, je m'entends en écho, je sais pas qui a rallumé son micro.
Donc, un cathé, c'est mieux parce que vous allez pouvoir laisser seulement la partie flexible, en fait, à l'intérieur du péricarde. Donc, soit on va prendre carrément un très gros cathé, genre angio-cat, sur les grands animaux. Si c'est un petit chat ou un petit chien, on peut prendre un cathé comme on mettrait dans une veine. Ensuite, il va nous falloir un 3 voies avec un petit prolongateur. Quelqu'un pose une question? J'entends des voix. Un petit 3 voies avec un prolongateur, une seringue, ce qu'il nous faut pour l'asepsie, de la lidocaïne, ça c'est pour mettre en intraveineux parce qu'ils peuvent être amenés à faire des ESV pendant la ponction. Et c'est pour ça qu'idéalement, il faut un électrocardiogramme et si possible un échographe pour se positionner. Donc, on va se mettre en décubitus latéral gauche, ce qui n'est pas du tout intuitif puisque le cœur étant plutôt à gauche, on se dit qu'on se mettrait plutôt pour fonctionner à gauche. Eh bien non, chez le chien, on fonctionne à droite, donc on se met en décubitus latéral gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de coronaires à droite, donc on a moins de risque de faire de lésions au niveau cardiaque. C'est l'inverse chez le chat. On va localiser notre site de ponction à l'échographie. Donc, on se repère, on se met à l'endroit où on voit une belle grosse lame d'épanchement. On va tondre, désinfecter. Et puis, on va pouvoir insérer notre aiguille et on va surveiller notre ECG. Si jamais on voit des extrasystoles ventriculaires, il ne faut pas hésiter à lui passer 2 mg kg en nivellante de lidocaïne. Donc, voilà ce que ça donne en image. Donc, là, sur la photo, la ponction, elle est faite plus ou moins éco-guidée. En réalité, c'est très, très, très difficile de le faire vraiment éco-guidé. Le mieux, c'est de repérer votre site et ensuite d'y aller comme ça, quoi. On rentre vraiment perpendiculairement au thorax en direction du cœur. Et à partir du moment où on a le sang qui commence à monter, là, vous voyez un petit peu dans votre mandrin, on retire le mandrin, on branche le système d'aspiration et on aspire. Donc, le voilà en vidéo. Donc là, c'est un chien qui est quand même relativement vigile. Moi, personnellement, je les sédate plus. Mais voilà, je les sédate plus et je les mets en décubitus, mais ça marche aussi en décubitus sternal. Donc, on a tondu, on a désinfecté. La personne qui va faire la péricardio se prépare avec ses petits gants stériles. Et à côté, il y a une autre personne qui a préparé tout le matériel pour pouvoir aspirer. Donc là, la Veto, elle va utiliser un angio, donc les gros cathéters sans ailette là, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc elle se prépare tout et l'ASV à côté s'est préparé tout son petit bazar pour aspirer et que ce soit en système clos stérile. Ça serait mieux si elle avait des gants, la petite dame. Mais bon, elle a décidé de ne pas mettre de gants. C'est mal. Donc là, si je vous avais mis le son de la vidéo, la Veto sera en train d'expliquer qu'elle va avoir une main sale et une main propre, ce qui est un petit peu rigolo, parce qu'ensuite, elle va se dégueulasser son site de ponction avec sa main sale. Mais bon. Donc, hop, elle repère son site de ponction. Donc, on va rechercher, hop, là, toute la zone ici, c'est là où on a de l'épanchement. Donc, elle se met à un endroit où elle voit bien son petit cœur, tac, avec tout son épanchement en haut. Et elle choisit le site qui lui semble le plus adapté. Tac, donc là, elle a repéré où est-ce qu'elle allait fonctionner. Elle prépare son cathé. Hop, voilà, donc c'est le moment là où elle vient souiller tout son site propre avec sa main dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave, passons. Donc, elle repère entre deux côtes et elle vient vraiment s'insérer perpendiculairement au thorax et elle rentre. Donc là, ça va qu'elle a un chien très, très, très gentil parce que là, il peut sauter au plafond quand même. Et donc, elle va avancer jusqu'à avoir du liquide tac, qui monte dans son mandrin. À ce moment-là, elle n'avance pas plus avec son mandrin, elle avance seulement avec la partie flexible et elle vient se brancher à son petit système d'aspiration. Et ensuite, le deuxième opérateur va pouvoir venir aspirer le contenu du péricarde. Alors, ça monte très souvent, exactement comme vous venez de le voir, c'est-à-dire par à-coup, tout simplement parce qu'il y a les battements cardiaques qui vont venir collaber de temps en temps le cathé, qui va se coller contre le péricarde, etc. Donc, ça monte vraiment par à-coup, c'est classique. Et puis, on surveille bien pendant ce temps-là, si on peut, le CG pour s'assurer que tout va bien. Donc voilà, encore une fois, ça n'a rien de compliqué, une péricardiosynthèse, ça peut faire un peu peur. Des fois, on n'arrive pas à tout prélever, c'est pas grave. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a fait un trou dans le péricarde avec notre gros cathé. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, même si on n'a pas tout retiré, quand on va sortir, eh bien, il y a un trou dans le péricarde, ce qui va permettre au liquide de continuer à s'échapper un petit peu et à aller se mettre au niveau pleural plutôt que péricardique, ce qui est beaucoup moins problématique.
Les complications qu'on peut avoir, la ponction intracardiaque, ça peut arriver. Écoutez, ça m'est arrivé sur ma dernière péricardiosynthèse qui était très étrange, c'est-à-dire que normalement, il y a de la pression dans le péricarde, ce qui fait que quand vous arrivez avec votre cathéter, que vous rentrez dans le péricarde, ça monte tout de suite dans le cathé et on le voit dans le mandrin. Et donc là, on sait qu'on est bon. On peut avancer encore d'un millimètre, mais on sait qu'on est bon. Je ne sais pas qui c'est qui parle et qui n'a pas coupé son micro. N'hésitez pas à couper vos micros si vous n'avez pas de questions à poser. Donc voilà, normalement, le sang, il monte directement, enfin le sang ou autre chose. Qui parle et qui pourrait couper son micro SDP. Je ne sais pas qui n'a pas coupé son micro. Non, j'ai coupé le micro à quelqu'un, excusez-moi. Donc voilà, normalement ça monte vraiment dans le mandrin tout de suite. Là, c'était pas le cas. Bon, du coup, j'ai avancé, j'ai fini intracardiaque. Bon, ça arrive, l'animal n'est pas mort. Mais c'est vrai que c'est la complication qui peut faire un peu peur. Normalement, comme vous avez quand même une grosse couche d'épanchement au-dessus de votre cœur, c'est quand même rare que ça arrive. On peut lacérer des artères coronaires. Bon, voilà, si on se place comme il faut dans du bon décubitus, on limite ce risque. On peut faire un pneumothorax. Et c'est très fréquent d'avoir des arythmies avec des extrasystoles ventriculaires. Donc voilà. Ça, c'est un exemple d'un petit chat sur lequel on a prélevé un pio-péricarde. Donc c'était absolument dégoûtant et super cool. Voilà. Ça peut arriver, c'est pas toujours du sang. Voilà pour la péricardiosynthèse. Et du coup, c'est la fin aussi de la partie cardiovasculaire. Et on enchaîne avec le digestif, avec les sondes de réalimentation. Qu'on va pouvoir utiliser lorsqu'on a une anorexie ou une dysorexie importante de 2 jours chez le chat, 4 jours chez le chien. Et puis dans des cas particuliers, genre la parvo, où il faut absolument qu'il se réalimente, si on a une hypoalbuminémie, ou également ce qui peut nous arriver, nous, en tant qu'urgentistes, notamment, c'est pour les traumas faciaux très importants, où l'animal n'est plus en capacité de s'alimenter. Pour ce qui est des sondes, on va dire faciles à poser, la sonde naso-œsophagienne ou la sonde nasogastrique, on peut se poser la question, est-ce qu'on préfère l'une, est-ce qu'on préfère l'autre? Il n'y a pas d'étude qui ait montré la supériorité de l'une par rapport à l'autre. Ça va dépendre un petit peu du cas. L'avantage de la placer en œsophagien, c'est que du coup, on ne maintient pas le cardia ouvert tout le temps. Donc, on a moins de risque de reflux du contenu gastrique au niveau de l'œsophage. Par contre, on ne peut pas aspirer le contenu gastrique et on a plus de risques que la sonde se positionne mal et notamment passe, pourquoi pas, au niveau bronchique. La sonde nasogastrique, donc on a un petit risque de reflux, mais ça nous permet d'aspirer le contenu de l'estomac et il y a moins de risque de déplacement de la sonde. Au niveau du matériel, donc il faut un petit anesthésique local, donc Xylospray par exemple, du lubrifiant, une sonde, de quoi attacher notre sonde, une seringue et une collerette. Donc ça, normalement, tout le monde, je pense, à peu près sait mettre des sondes. Je vous ai remis quand même rapidement la procédure en image pour qu'il n'y ait pas de doute si jamais vous avez des questionnements. Donc, on n'hésite pas à sédater un petit peu si besoin. On mesure la longueur de sonde qu'on veut, entre donc la petite aile du nez et donc soit à peu près la 10e côte si on veut la placer en œsophagienne, soit derrière la dernière côte si on veut la placer en gastrique. Et on met un petit repère sur la sonde, donc soit un coup de marqueur, soit on met un petit papillon de scotch. On va mettre notre anesthésique local dans la narine, lubrifier notre sonde. On positionne l'animal en position physiologique il est droit, donc en sternal, assis, debout. Et on lui lève un petit peu la tête. Il ne faut pas hésiter à relever le nez vers le haut pour dégager l'entrée de la narine. On va introduire la narine dans le nez en direction plutôt médio-ventrale. Donc vraiment vers le centre du nez et plutôt vers le bas, de manière à le faire rentrer plus facilement. Et on fait glisser la sonde dans le nez. Normalement, on ne doit pas sentir de résistance. À l'arrivée au niveau du pharynx, il faut surveiller, notamment si notre animal est vigile, qu'il déglutit correctement sa sonde. Et il ne faut pas hésiter à enrouler un petit peu la tête vers le bas pour faciliter ce passage dans l'œsophage. Et on enfonce notre sonde jusqu'au repère qu'on avait décidé. On peut tester le positionnement de la sonde en aspirant. Si on est dans l'œsophage, on ne doit rien avoir du tout, donc ça va faire le vide. Si on est dans l'estomac, soit ça fait le vide, soit on a un petit peu de contenu gastrique. Si vous commencez à aspirer de l'air,
bon, il a le droit d'avoir un petit peu d'air dans son œsophage, un peu plus dans son estomac, mais il ne doit pas non plus y en avoir des quantités astronomiques. Donc, si vous avez de l'air et que ça ne s'arrête plus, c'est probablement que vous êtes mal positionné, vous êtes dans la trachée, voire dans une bronche. Donc, dans ce cas-là, il faut se repositionner. Une fois qu'on est bien positionné, on va fixer la sonde. Donc, petite suture comme sur la photo ici. Vous pouvez mettre des agrafes. Voilà. Donc, on fixe au niveau du coin du nez et après, on peut fixer sur la tête, donc soit sur le côté, soit il y en a qui les font remonter entre les deux yeux et qui les fixent au niveau du crâne, en haut du crâne. Peu importe. Et après, on lui met une collerette. Très important, normalement, il faut absolument contrôler le positionnement radiographique de la sonde. Il ne faut pas hésiter à taper des radios bien crâniales de manière à voir la trachée, à voir la sonde et à s'assurer que la sonde n'est pas dans la trachée. Et là, par exemple, on voit aussi donc toute la trachée avec la carène et on voit bien que notre sonde, elle n'est pas dedans, donc elle est bien positionnée. Exemple de mal positionnement de la sonde, là, il y en a une qui a fait une boucle dans la trachée en plus, il est dans la trachée. Là, ça a fait des boucles au fond de la bouche et tout. Là, on peut avoir l'impression qu'elle est bien positionnée, hein, parce que si on a une radio plus crâniale, ça sort comme il faut du nez, on a enfoncé la longueur qu'on voulait, tout ça, alors qu'en fait, tout est envolé ici. Et là, si on réalimente notre animal là, on est mal barré. Et un exemple de sonde dans la trachée encore. Donc, hop, elle reste bien dans la trachée, tac, tac, tac. Au niveau de la carène, on est toujours en face et en fait, elle vient finir dans une bronche. Donc ça, il faut absolument savoir l'identifier et ne pas réalimenter et bien repositionner notre sonde. Les complications, on peut faire un peu saigner du nez, on peut provoquer une petite rhinite. Le plus grave, c'est lorsqu'on a mal positionné notre sonde et qu'on administre de la nourriture ou des médicaments du coup au niveau bronchique. Il peut y avoir une pliure ou parfois, le plus fréquent, c'est des obstructions de la sonde, notamment lorsqu'on donne un aliment qui n'est pas adapté, qui est trop épais, ou des comprimés, par exemple, qu'on a pilés. Il peut y avoir un petit peu de reflux et ils peuvent vomir leur sonde. Et du coup, on peut avoir la sonde qui ressort par la bouche, ils peuvent la croquer. Dans les pires cas, même ils avalent le bout de sonde qu'ils ont croqué, ou alors ils partent dans la trachée, enfin, ça peut être la merde. Donc idéalement, il ne faut pas qu'ils vomissent quand même, donc il faut bien mettre des anti-vomitifs sur ces animaux-là. Donc voilà, pour la sonde nasogastrique ou nasopharyngène, c'est la même chose. Et après, il y a aussi la sonde d'œsophagostomie, donc il ne faut pas avoir peur non plus. C'est vraiment un truc qui est super bien toléré, qui n'est pas très compliqué à poser. Donc, il ne faut vraiment pas en avoir peur. Alors, c'est moins adapté à notre pratique, nous, d'urgentistes, mais il y en a peut-être parmi vous qui travaillent aussi dans des cliniques classiques à côté. Et donc, il faut mettre des sondes d'œsophagostomie, notamment chez les petits chats, c'est vraiment bien. Donc, ça permet de faire des réalimentations au long cours, 1 à 20 semaines, et notamment par le propriétaire, donc ce qui permet de ne pas avoir à garder l'animal hospitalisé. Et c'est aussi très utile lors des traumatismes faciaux, et quand du coup, on ne peut pas mettre une sonde naso-œso ou nasogastrique. On va éviter les sondes d'œsophagostomie lorsqu'on a des lésions connues de l'œsophage, du mégaœsophage, sténose ou ce genre de choses. Pour le matériel, toujours du matériel d'asepsie, il faut une anesthésie générale et il faut absolument un grand clamp ou une grande pince courbe, comme sur la photo que vous avez là, une sonde de réalimentation, une lame et du fil. Première étape, on va anesthésier notre animal et il faut absolument l'intuber, c'est obligatoire. Et on va le mettre en décubitus latéral droit puisque l'œsophage est plus saillant à gauche. Donc voilà. Et donc on va pouvoir mesurer la longueur de sonde qu'il nous faut. Donc depuis le milieu du cou jusque derrière la dernière côte. Donc voilà, hop, on mesure bien un trajet rectiligne. Comme ça, on sait quelle longueur de sonde on va devoir enfiler. Ensuite, ce qu'on fait, donc on a notre animal qui est anesthésié, qui est intubé. On va rentrer notre clamp courbe par la bouche jusqu'au milieu du cou et on va faire saillir le clamp comme sur la photo. Donc là, vous voyez que l'extrémité du clamp arrive ici et on arrive à faire affleurer en fait l'œsophage juste sous la peau. On va inciser sur le clamp. Donc là, on peut ouvrir en fait les deux morts du clamp et inciser juste entre. Et ça va nous permettre de sortir le clamp par le trou qu'on vient de faire. Une fois qu'on a fait ça, on va attraper notre sonde avec notre clamp et on va pouvoir venir l'attirer, cette sonde par la bouche. Donc tac, on tire et on sort notre extrémité de sonde
par la bouche. Donc voilà, c'est représenté avec le petit schéma qui est ici. Et là, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir aller positionner notre sonde dans l'œsophage. Donc, on lui fait faire un demi-tour, on la rattrape de nouveau et en fait, on va venir la repositionner par la bouche en direction de l'œsophage. Donc, vous voyez, on lui a fait faire demi-tour et on la positionne dans l'œsophage et on la pousse en direction de l'œsophage. C'est là la seule étape un tout petit peu difficile, c'est qu'il faut réussir à faire ce demi-tour à la sonde. Et je vous le montre en image parce qu'il y a une petite subtilité. Donc, vous attrapez votre sonde avec votre clampe. C'est plus facile, notamment si vous avez un grand chien qui a une bouche un peu profonde. Et donc, on va venir insérer cette sonde au niveau de l'œsophage. Alors là, c'est une vidéo sur cadavre, donc autant vous dire que ça glisse pas aussi bien que sur un animal vivant, ça colle un peu. Donc c'est souvent plus facile que ça à insérer dans l'œsophage. Mais voilà, hop, on force, tac, et on va insérer notre sonde dans l'œsophage. Et en fait, il faut tirer un tout petit peu en même temps par la partie qui est là, et vous allez voir, il se passe un truc. En fait, votre sonde va changer de sens. Au départ, elle était dirigée vers la bouche, et maintenant, elle va être dirigée vers l'œsophage. Et là, vous avez, attention, youp là, ça y est, elle a fait son demi-tour. Et maintenant, elle est bien dirigée vers les fesses de l'animal. Donc, elle a bien pris la direction de l'estomac, en fait. Et là, elle est dans le bon sens. On n'a plus qu'à finir de la pousser. Donc, on va enfoncer, par le cou, cette fois, enfoncer la sonde. On la glisse dans l'œsophage jusqu'au petit repère qu'on avait décidé. Et après, on va la fixer, comme tout à l'heure pour les drains qu'on avait vus, avec une suture en bourse et un laçage chinois. Et comme d'hab, on va contrôler radiographiquement la position de notre sonde pour voir qu'elle n'a pas fait de boucle, qu'elle n'est pas dans la trachée, mais normalement, ce n'est pas trop possible avec une sonde d'œsophagostomie. Pas hésiter à taper des radios plus crâniales pour voir depuis le site d'insertion, parce que des fois, ça fait des boucles tout au départ. Et voilà, et ensuite on peut protéger avec un petit pansement. Alors cette technique de protection des sites d'insertion pour la sonde d'œsophagostomie, vous pouvez faire exactement le même type de pansement protecteur lorsque vous avez mis par exemple un drain thoracique qui sort comme ça au milieu de la peau. Donc on va couper des petites compresses, on peut mettre un peu de désinfectant aussi juste contre le site où la sonde rentre. Et voilà, en fait, là, il vous montre dans quel sens il a rentré ces petites compresses découpées. Et hop, on finit avec une compresse qui protège comme ça. Et après, on va venir mettre un pansement qui va tenir tout ça. Donc, dès qu'on fait un pansement, on n'hésite pas à mettre du rembourrage. Donc, on commence par des bandes de coton. Et on va venir faire le tour de notre animal. J'avance un petit peu. Voilà, il passe devant, derrière la sonde. Hop, une fois que c'est bien rembourré, un peu de bande crêpe. Et il va pouvoir à la fin venir attacher la sonde au pansement. Il existe aussi des systèmes, ça c'est bien si vous travaillez en clinique classique, je crois que ça s'appelle Kiticollar, des petits pansements exprès qui se scratchent et qui sont utilisés pour les chats qui ont des sondes d'œsophagostomie qui rentrent à la maison avec. C'est super bien pour les propriétaires. Très facile à utiliser, donc il ne faut pas hésiter à utiliser ça. Et le pansement, il va se changer au début tous les jours, puis tous les 2 jours, puis tous les 3 jours. Il faut bien quand même contrôler le site d'insertion. Les complications, on peut avoir des fuites périœsophagiennes, une infection du site d'entrée. Donc là, c'est l'exemple que vous avez sur la photo où vous avez du pus dégueulasse là, qui sort au niveau de votre site. Et toujours vomissement, c'est possible, il peut vomir sa sonde. Et une fois qu'on a mis une sonde, il faut réalimenter notre animal. Donc rapidement, un petit mot sur la réalimentation, juste pour vous redonner notamment les formules de calcul. Il y en a plein qui existent. Moi, je vous ai mis celle-là. Vous pouvez en trouver d'autres. L'essentiel, c'est quand même d'avoir ça rapidement sous la main lorsque vous devez calculer un plan de réalimentation. Et quand on utilise une sonde, que ce soit une sonde nasogastrique ou d'œsophagostomie, toujours, on va d'abord vérifier notre sonde. Donc, on aspire. On s'assure que soit on est bien dans l'estomac, on a du contenu gastrique, soit c'est bien le vide. Si on a du reflux du contenu gastrique, on peut le quantifier. Ensuite, on va d'abord injecter un petit peu d'eau, s'assurer que ça passe bien, que l'animal ne tousse pas, etc. Et si tout est OK, on va réalimenter avec notre aliment liquide. Et ensuite, on n'oublie pas toujours à la fin de rincer la sonde pour éviter qu'elle se bouche. Lorsqu'on a un animal qui était anorexique, il faut faire attention à ne pas le réalimenter trop fort d'un coup. On a un risque de syndrome de renutrition. Donc, s'il n'est pas anorexique, on peut commencer à 50%,
de ses besoins énergétiques journaliers et puis augmenter rapidement. Lorsqu'on a une anorexie de moins de 3 jours, on va commencer à 1/3 des besoins. Lorsqu'on a une anorexie de plus de 3 jours, on peut commencer carrément à 1/4 et augmenter vraiment doucement. Il ne faut pas atteindre le 100% avant bien 5 jours. Et en fait, lorsqu'on s'aperçoit que notre animal ne tolère pas un palier d'augmentation de volume, donc je sais pas, il présente du reflux, il est nauséeux, voire il vomit, on se calme et on repasse à l'étape d'avant et on retarde la progression de la quantité de réalimentation. Sur des animaux qui ont des très gros besoins énergétiques, un chiot en parvo qui se vide, un animal en hypoalbuminémie sévère, un grand brûlé ou des choses comme ça, s'il le supporte, on peut monter largement à plus de 100% des besoins, 125, 150, 200% des besoins si nécessaire. Et parfois, on peut aussi passer des aliments en perfusion continue, donc au pouce-seringue, pour avoir des petites quantités tout le temps pour éviter d'avoir des gros volumes d'un coup. Et donc, toujours pour la réalimentation, on commence par proposer une alimentation spontanée en premier, pour voir s'il remange tout seul. Si on réalimente par la sonde, c'est au moins 4 repas par jour. On prend son temps, au moins 5 à 10 minutes pour ne pas dilater l'estomac trop fort d'un coup. Et on essaye de ne pas dépasser 10 à 20 ml par kilo par repas. Voilà pour le système digestif et je termine, je suis désolée, c'est un peu long, je termine avec le système urinaire et je vais simplement développer la sonde urétrale chez la chienne. Chez le chien, c'est très facile et puis chez le chat, généralement, on a quand même vraiment l'habitude de sonder des chats mâles, donc je ne l'ai pas remis là parce que c'était déjà très très dense. Donc je vous ai refait la chienne. Les sondes urinaires, on va les utiliser pour les obstructions et les rétentions urinaires, c'est ce qu'on voit le plus, pour suivre des diurèses, notamment en cas d'insuffisance rénale aiguë. Pour des animaux en décubitus, je ne sais pas moi, une hernie discale qui est paraplégique ou tétraplégique pour, on va dire, l'hygiène, etc. Et on va éviter de mettre des sondes urinaires lorsqu'on a une infection du tractus urinaire, lorsqu'on a des traumas de l'urètre, et on évite si possible en cas d'antibiothérapie pour éviter de sélectionner des bactéries résistantes au niveau du biofilm qui va se former dans la sonde. Le matériel, un peu toujours la même chose, une sonde, système de collecte et du lubrifiant. Et pas hésiter à utiliser un spéculum ou un otoscope, je vais vous montrer comment. On va sédater notre animal si besoin, on la met en décubitus ventral ou latéral. Personnellement, je trouve que c'est plus facile en décubitus ventral comme sur la photo, mais chacun fait comme il veut. On va tondre et désinfecter la zone de la vulve et estimer la longueur de sonde nécessaire pour atteindre la vessie. Si jamais c'est une sonde de follet, il faut tester votre ballonnet pour être sûr qu'il est bien imperméable, enfin, qu'il ne fuite pas. On lubrifie la sonde et les doigts et on va rentrer notre doigt dans le vagin de cette petite chienne. Et en fait, le but, c'est très gentiment, très délicatement d'aller palper au niveau du plancher du vagin, de palper une petite irrégularité qui est en fait le méa urinaire qui va vraiment se situer au niveau du plancher. Vous savez, le vagin de la chienne, il est d'abord très vertical, puis il s'horizontalise. Et en fait, c'est à peu près au moment comme ça où ça va. Vous allez être dans l'angulation, au moment où ça s'horizontalise, que vous allez retrouver ce petit méa. On le sent du bout du doigt. Et en fait, le but ensuite, c'est de glisser la sonde sous notre doigt, comme sur la photo, et de venir l'insérer dans le méa. Donc en fait, on va pouvoir suivre la sonde avec notre doigt, et puis d'un coup, elle disparaît dans le plancher du vagin, c'est que c'est bon, elle est bien rentrée dans la vessie. En pratique, c'est bien beau, c'est pas toujours facile, notamment par rapport au gabarit de la chienne. Vous pouvez pas toujours rentrer un doigt dans le vagin de la chienne jusqu'au méa. Si vous avez un petit gabarit, c'est très difficile. Donc dans ces cas-là, et même sur une chienne plus grosse sur laquelle vous n'y arrivez pas, il ne faut pas hésiter à y aller en visuel. Et pour ça, alors le spéculum, je trouve que c'est pas très facile parce qu'en fait, on écarte dans un sens et le vagin il va s'écraser dans l'autre sens. Donc moi, je vous recommande d'y aller à l'autoscope. Vous prenez votre otoscope, vous prenez votre plus gros diamètre d'embout là, et en fait, vous l'enfoncez en entier dans votre vagin, et ensuite, vous reculez tout doucement en observant le plancher de votre vagin. Et à un moment, vous allez voir ça. Et ça, c'est votre méa urinaire. Et donc, vous pouvez glisser ensuite votre sonde à côté ou quoi, et il faut essayer ensuite de la faire rentrer dans ce petit trou en visuel. Une fois que votre sonde elle est rentrée, on va la fixer. Donc, selon le type de sonde que vous avez, soit c'est une sonde de follet, on gonfle le ballonnet, soit c'est une sonde, là, comme sur la photo de gauche, c'est une sonde thermosensible, donc ils ont fait un lassage chinois pour la faire tenir.
On peut aussi attacher des fois la sonde à l'animal pour éviter que s'il marche dessus, ça lui arrache la foufoune. Et puis, on va brancher notre système de collecte d'urine, un système clos pour rester bien propre. Voilà pour la sonde urétrale chez la chienne. Chez la chatte, c'est le même principe, sauf qu'on ne peut pas y aller avec un doigt. Donc, il faut vraiment y aller à l'aveugle ou éventuellement en visuel avec un petit otoscope. Il paraît que c'est très facile. Je n'ai malheureusement encore jamais eu l'occasion de le tenter. Mais a priori, c'est censé être plus facile, en tout cas chez la chatte que chez la chienne. Elles ne sont pas exactement le même lien. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En conclusion, vous êtes des gens merveilleux. Donc maintenant, il ne faut pas hésiter à mettre des aiguilles et des sondes dans tous les trous que vous trouverez. Merci beaucoup pour cette longue attention pour ceux qui ont survécu et qui sont encore là. Est-ce que vous avez des questions? Excuse-moi, j'ai une petite question. Ouais. Je suis pas sûr que je me suis pas déconnecté un moment sans faire exprès, mais est-ce qu'on a parlé de l'abdominosynthèse? Non, j'ai pas mis l'abdominosynthèse effectivement dedans. Je devais faire du tri. J'ai hésité. Alors, l'abdominosynthèse, on peut en parler rapidement si tu veux. Je veux bien. Mais je vais même ressortir. Attends, j'en profite pour ressortir des photos. Comme ça va être plus simple. Alors, tac. Banque d'images. Est-ce que je l'ai foutu? Excusez-moi, je cherche mon machin. Non, geste technique. Voilà, je vais vous partager ça. Désolée, c'était un peu fastidieux à trouver. Alors, partager. Tac. Donc, je vous partage un petit article du PratiqueVet que j'avais fait quand je bossais au SIAMU. Vous voyez apparaître mon truc là? Oui, oui. Ok, ça marche. Donc, l'abdominosynthèse, du coup, deux options. Soit vous êtes à domicile sans possibilité d'avoir de l'imagerie médicale. Donc, dans ces cas-là, vous suspectez qu'il y a un épanchement et vous allez vouloir le ponctionner, vous êtes à l'aveugle. Soit vous êtes en clinique et vous avez fait une écho, et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile. Vous êtes relativement serein sur le fait qu'il y a un épanchement et vous pouvez vraiment le ponctionner, on va dire, éco-guidé. Donc là, on va plutôt parler de la technique à l'aveugle lorsque vous ne faites pas éco-guidé. Donc, le mieux, le moins risqué, c'est de le faire sur animal debout et de le faire vraiment en zone la plus déclive possible. Donc là, sur les photos ici, l'animal il est couché en décubitus, mais vous pouvez le faire debout. Après, il faut que l'animal il soit suffisamment coopératif et suffisamment grand, parce que si vous avez un petit chat qui est à ras de la table, vous ne pourrez pas les ponctionner en dessous. Donc sinon, on va le coucher. Vous allez tondre une zone au niveau du ventre. Donc on va se mettre en fait sur la ligne blanche et le plus déclive possible. Vous tondez votre petite zone, vous scrubez. Et lorsque vous êtes à l'aveugle, vous allez simplement rentrer, donc le mieux c'est un cathéter, c'est pas une aiguille, de manière à pouvoir laisser, comme quand on fait par exemple une péricardiosynthèse, de laisser que la partie flexible du cathéter à l'intérieur. Donc vous rentrez un petit peu, dès que vous avez du liquide qui arrive, on retire le mandrin, on pousse la partie flexible et on peut connecter à un système comme là, vous voyez, vous avez un petit 3 voies avec un prolongateur et une seringue pour pouvoir récupérer votre liquide. Donc vous voyez, tac, on rentre vraiment perpendiculairement à l'abdomen et on s'insère. Le risque en fonctionnant à l'aveugle, c'est d'aller taper un organe, notamment la rate, ce qui peut être quand même un petit peu chiant en fonction de la situation. Donc, il ne faut pas non plus se mettre trop crânial, il faut plutôt aller, même si j'ai dit partie la plus déclive, il faut plutôt aller en région un peu du nombril, mais le long de la ligne blanche, voilà. Et donc, c'est tout, en fait. Après, on va aller ponctionner notre liquide, et puis voilà. Est-ce que c'est assez clair ou... Ouais, donc déclive, nombril et à peu près au niveau de la ligne blanche. Ouais. Et on pousse dans l'abdomen pour avoir un peu plus de pression ou...
Alors, ce qui va être assez dépendant, enfin, ta ponction va être assez dépendante de la quantité de liquide que tu as. Forcément, plus tu as de liquide, plus c'est facile d'en récupérer et moins tu as de risque de ponctionner un organe. Et souvent, ce qui peut se passer quand tu n'as pas énormément de liquide, même quand tu es très bien placé, tu as bien fait tout, ton petit caté, il est nickel, il est dans l'abdomen, tu peux avoir des bouts en fait d'épiplomb ou de mésentère qui viennent se foutre contre ton trou de cathéter parce que tu aspires, donc hop, ça vient se coller dessus. Et en fait, tu n'as plus rien qui vient parce que c'est bouché par un petit bout de mésentère. Donc des fois, tu peux essayer de rentrer un tout petit peu plus, ressortir et réessayer d'aspirer. Ok, ça va, merci beaucoup. Et De quand rien. tu fais en décubitus, du coup, c'est décubitus gauche. Non, n'importe. D'accord, il n'y a pas de Tu t'en problème. fiches, ouais. Ok. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Bah, c'est juste quand c'est éco-guidé, du coup, on peut le faire un peu plus latéralement où on voit du liquide, en fait, c'est ça? Ah bah si tu le fais co-guidé, tu te mets où tu veux. Justement, c'est tellement plus pratique et co-guidé parce que tu vas pouvoir vraiment cibler la zone où tu as le plus d'épanchement. L'idée, c'est juste que tu trouves une fenêtre où il n'y a rien entre ta paroi et l'épanchement. Pas que tu as un organe qui se balade entre les deux. Mais sinon, effectivement, tu te mets, ça peut être n'importe où, hein. Tu pourras te ramener à fonctionner ici, ici, enfin, là où tu as de l'épanchement, quoi. Ok. Quand tu le fais à l'aveugle, il faut quand même qu'il y ait suffisamment d'épanchement pour qu'il y en ait un peu partout pour que tu aies une chance de l'attraper, quoi. Ouais, parce que moi, j'ai fait des essais post-mortem hein, sur des chiens qui avaient des bites énormes post-mortem. Je suis jamais arrivée à obtenir quelque chose. Bah, le mieux, enfin, en vrai, le mieux, c'est vraiment de l'avoir en position sternale. Donc, c'est debout que c'est plus facile, mais c'est rarement réalisable. Ou alors, sinon, il faut l'anesthésier et puis faut le bloquer, enfin, l'anesthésier, le sédater. Et je sais pas, tu le fous sur une chaise ou je sais pas quoi, parce que c'est vraiment comme ça, tu as l'épanchement qui vient vraiment, tu vois, par gravité, hein, qui vient en Ouais. bas. Donc, c'est sûr qu'en décubitus latéral, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il va tout de suite avoir tendance Ouais, à aller se foutre en bas ouais. et t'en as vachement moins, quoi. D'accord, ok, bah, c'est logique. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ok, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir pris votre heure et demie pour écouter cette présentation. Merci à ceux qui la regarderont en replay. Désolée pour le rater tout à l'heure où je suis disparue de la surface de la Terre. Et puis si vous avez d'autres questions plus tard, bah, n'hésitez pas à me recontacter. Et ben bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Avec plaisir. Salut.